Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Lab Quark qui aborde le thème de l'intelligence artificielle et de son impact dans le monde de la formation et de l'éducation. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Jean-Roch Houllier qui est à la tête des opérations du learning digital au sein du groupe Safran, qui est notamment à l'initiative d'un livre blanc qui rassemble les témoignages de 130 experts, qui s'appelle Learning Activist, et qui propose des cas d'usage concrets et de recommandations pour maximiser l'impact des nouvelles technologies sur les formations. Donc nous allons aborder très concrètement la façon dont tu as pu mettre en place l'intelligence artificielle au sein de des différents projets auxquels tu as participé. Et nous allons commencer par une séquence de vrai-faux. Donc je vais te donner des affirmations et te demander de réagir par rapport à ces affirmations. Donc, première affirmation, l'intelligence artificielle est accessible à tous. Nous pouvons tous devenir ingénieurs en prompt. Alors moi je dirais faux quand même. Alors je ne sais pas s'il faut que j'argumente, mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin pour que l'ensemble en fait, de la population finalement accède à l'intelligence artificielle et possède déjà le bon niveau pour le faire, sachant que c'est déjà pas réglé, je pense, pour tout ce qui est digitalisation, numérisation en fait, des pratiques. Oui. On a encore beaucoup de zones blanches, entre guillemets. Très bien, on va pouvoir justement y revenir au sein de la discussion plus tard. Deuxième affirmation, avec tous les outils d'intelligence artificielle disponibles, l'approche test and learn est possible dans le monde de la formation. Alors ça, c'est plus vrai que jamais. Je pense qu'il y a énormément de choses et que le test and learn, qui correspond finalement aussi à un état d'esprit, alors là, est plus que fondamental, puisqu'on apprend en marchant avec l'intelligence artificielle. Donc c'est très vrai pour moi. C'est très vrai. Et dernière affirmation, l'intelligence artificielle pourra remplacer les formateurs humains. Alors ça, pour moi, c'est faux, dans la mesure où je pense qu'il reste forcément une part d'humain et d'humanité dans la formation et qu'on n'a pas encore véritablement le canal émotionnel avec l'intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est plutôt l'IA qui augmente, mais c'est certainement pas l'IA qui remplace. D'accord, très bien. Est-ce que du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet et tu peux me parler de la façon dont concrètement, au sein du groupe Safran, tu as pu t'adosser sur l'intelligence artificielle, mettre en place des outils qui reposaient sur l'intelligence artificielle, donc d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue de la transformation et du coup de l'accompagnement et de la pédagogie des personnes qui utilisent ces outils? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit, et je pense, c'est qu'on parlait à l'instant de l'effervescence des outils, c'est qu'on a besoin un petit peu quand même de structurer les approches pour ne pas se perdre. Tu parlais tout à l'heure du livre blanc, où justement on a fait très attention à commencer par les cas d'usage, avant d'aller sur les technologies, c'est-à-dire davantage le comment. Et ça me semble très important, parce qu'on peut très très facilement se perdre dans la jungle des technologies. Il y en a des nouvelles tous les matins. Bien sûr. Alors l'approche qu'on a eue nous, on parle vraiment de la partie formation L&D, l'IA appliquée au monde de la formation, puisqu'il y a évidemment l'IA dans tous les métiers. Tous les métiers sont en train de muter en réalité. Pour nous, on a mis en place vraiment une stratégie qui a permis un petit peu de structurer tout ça. Et on rentrera certainement tout à l'heure dans les détails. Mais les 3 temps forts de cette stratégie sont les suivants. Alors en premier lieu, on a pensé qu'il était important déjà de nous former nous-mêmes. Quand on dit ça, c'est que l'université Safran, aujourd'hui, c'est une université qui se positionne un peu comme un centre d'expertise reconnu en pédagogie, mais aussi avec une logique de service pour les filiales qui nous entourent. Donc du coup, cette notion de centre d'expertise reconnu, elle passe un peu aussi par la notion de longueur d'avance. C'est-à-dire que pendant nos collègues en filiale sont quand même très très pris dans le quotidien, dont on parle souvent de rapport charge-capacité quasi exclusif, dans lequel d'ailleurs le learning a beaucoup de mal à rentrer, à s'insérer. L'université a un devoir, c'est de cultiver cette longueur d'avance qu'on prend volontiers à Peter Senge, c'est-à-dire de proposer des expérimentations, on revient au test and learn, pour pouvoir prédéterminer les outils qui vont intéresser les filiales et nous en premier. Donc dans la stratégie, premier temps fort, se former, on s'est formé pendant quelques mois avec des organismes de formation qui avaient déjà une longueur d'avance en IA générative appliquée à la formation, un organisme français et un organisme international pour mélanger, varier les perspectives, les points de vue. Donc ça a duré quelques mois et je pense qu'il est important de passer par là si on veut rester crédible vis-à-vis des personnes, des entités, des organisations qui nous environnent. Ensuite, on a eu un temps très important, un temps 2, qui fait écho au livre blanc, qu'on a appelé le temps de la rationalisation. Justement, comment rationaliser ces quantités massives d'outils en les adossant au contexte de l'entreprise. Là, on revient à un phénomène important qu'on trouve également dans tout type d'innovation,
c'est comment connecter les idées et leur donner vie, c'est-à-dire en fait comment transformer finalement une idée en innovation, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une innovation? C'est une idée, voire une invention si on l'a brevetée, quelque part qui a trouvé un client. Et on s'est dit qu'on avait besoin de cette phase de rationalisation justement pour éviter de se perdre dans le dédale des outils. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant plusieurs mois? On a travaillé à la mise en place d'une étude de ce qu'on estimait être les grands outils du marché, très connectés d'ailleurs avec les clubs entreprises qui eux aussi faisaient beaucoup de test and learn. On en a étudié une soixantaine. Alors on pourrait dire 60 c'est peu par rapport à ce qu'il y a sur le marché, ça se chiffre en milliers. On en a étudié une soixantaine avec un certain nombre de critères pendant la phase de rationalisation pour faire émerger les meilleurs, mais surtout en les connectant, donc vraiment on revient à ça, au contexte entreprise et en particulier à la charte de l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier que les entreprises accueillent l'IA diversement et cet accueil se caractérise en particulier par des contraintes plus ou moins fortes. Dans notre cas, notre charte, on peut le dire, a deux volets. Elle a un volet qui ne bloque pas les outils génériques. On peut donc aller sur le marché, choisir et tester des outils, ça c'est une bonne nouvelle, mais qui les limite en confidentialité à ce qu'on appelle du C1. A contrario, le second volet est plus ouvert à partir du moment où les outils sont qualifiés par l'IT, par la sécurité, par les collègues du RGPD, des outils où là, dans le second volet, on peut descendre jusqu'à du C2 en matière de confidentialité. Donc c'est un petit peu la charte qui a donné le ton pendant la phase de rationalisation et la sélection de l'ensemble des outils. Au sortir de cette phase, on a été capable de mettre en place un cours d'appui destiné à tous les, finalement aux hommes et aux femmes impliqués dans la création des savoirs, qui s'appelle Découvrir et pratiquer l'IA générative en formation, qui structure quelque part l'approche que nous proposons, il y en a peut-être d'autres, mais au moins qui donne un ton en matière de structuration sur l'application de l'IA générative en formation, avec au final une grande dizaine d'outils sélectionnés, et avec un point important, et je pense que ça, il faut le souligner, ne pas l'oublier, qui donne aussi, quelque part, qui met l'accent aussi sur l'existant. Quand vous avez des partenaires qui sont aussi historiques que vous aviez avant le Big Bang, qui date de novembre 2022, mais qui étaient déjà là, mais qui ont finalement des visions, des roadmaps, des perspectives intéressantes, il ne faut pas les oublier, parce que le partenaire étant déjà là, il peut offrir très rapidement les feux verts sécuritaires et RGPD pour faire de l'IA directement à l'intérieur de sa structure. Et ça, je voudrais le dire, parce qu'on peut être très très vite tenté par les milliers d'outils qu'on a sur le marché, mais n'oublions pas, en innovation, il faut toujours se retourner vers ce que l'on a déjà. Donc ce temps de rationalisation a été très important pour nous, et aujourd'hui, le cours tourne, donc destiné aux hommes et aux femmes impliqués dans la création et la transmission des savoirs. Et puis le temps 3, on en reparlera parce que je crois que tu as une question là-dessus. On s'est quand même posé la question, comment rester finalement au courant de tout ce qui se passe, malgré tout. On ne peut pas se reformer, en tout cas difficilement, chaque année. Et on a eu l'idée d'un temps 3 on pourrait appeler le temps du maintien, quelque part, en connaissance, en créant une cellule dynamique de veille en IA générative appliquée à la formation et sur laquelle, je pense, on va revenir. Très bien, oui. Alors, je voudrais revenir aussi sur quelque chose d'intéressant que tu as dit. Tu as dit l'innovation, c'est proposer une idée qui va trouver son client. Absolument. Donc, pour toi, c'est dans ce sens-là. C'est pas un besoin du client qui va nécessiter de réfléchir à une innovation. C'est on réfléchit à une innovation et ensuite, on y trouve un cas d'usage. Il y a des deux. On sait que souvent, on peut aussi avoir cette capacité à inventer finalement le besoin du client. On le sait, en innovation, c'est un courant très important. Le client n'est pas toujours conscient de ce qu'il veut. Mais alors, pour revenir là-dessus, en étant très clair, il est évident que la connexion aux besoins, c'est-à-dire aux essentiels, mais au sens business, on n'est pas encore dans l'approche pédagogique. La connexion au business, c'est-à-dire le business absolu en termes de demande, alors là, évidemment, est un incontournable. Un département de formation qui ne connecterait pas, c'est-à-dire qui n'aurait pas le préalable de la connaissance des enjeux business de son entreprise, on revient un peu au contexte de l'entreprise, ferait de l'innovation finalement que j'aime bien appeler moi la culture des fraises hors sol, c'est-à-dire une innovation qui n'est pas connectée au sol. Quand je reviens à l'idée, c'est plutôt l'idée pédagogique qu'on aurait comme posologie face à un besoin client, sur laquelle nos clients, au sens business, n'ont pas de capacité de conceptualisation. Ils entendent parler d'un certain nombre de choses, mais ce ne sont pas des services estampés pédagogie. Je reviens à l'idée que ce qu'on va voir, nous, la vraie question, même si la posologie a de la valeur, par exemple, je ne sais pas, la réalité virtuelle pour ne pas la citer, on n'a pas la certitude qu'on va pouvoir l'ancrer sur le terrain. Et c'est là que vraiment la clé de dire, être capable de passer de l'idée, ce qu'on appelle souvent l'idéation, à l'invention, c'est-à-dire une idée ayant vraiment trouvé un client, et j'ajoute dans la durée,
pour moi, est le principal défi des départements formation depuis, et pas seulement l'IA, mais l'avènement de l'ère digitale. Ça, c'est clair, c'est le défi qui arrive à faire finalement de l'innovation dite durable. Et on verra qu'il n'y a pas tant de gens capables de le faire. L'idéation, c'est quelque chose d'assez facile, c'est-à-dire aller sélectionner des posologies, des technologies disponibles sur le marché, il y en a donc énormément, mais la connexion de ces idées préalables, de ces préconçus sur le terrain et durablement, c'est une autre histoire. Mais du coup, ça m'amène à encore une autre question. Tu parlais justement de tout ce que vous avez mis en place, et je vois que c'est quelque chose d'extrêmement structuré, avec vraiment très conceptualisé, trois phases très importantes, qui se doivent d'être, j'imagine, itératives, puisque ça avance tellement vite qu'effectivement, c'est quand même, je pense, très énergivore. Il faut que ce soit très, très structuré. Absolument. Et tu parlais de critères. Et du coup, à partir du moment où là, vous avez lancé ça récemment et que vous n'aviez pas encore de recul, comment vous avez pu imaginer les critères qui seraient révélateurs de l'opportunité et la pertinence de l'utilisation d'une IA? Absolument. Alors, les critères, il y en a 4 par approche innovante. C'est-à-dire, quand on était dans la phase 2, le temps de rationalisation, on avait par approche, et il y en a donc beaucoup, on en a donc vu, nous, qu'une soixantaine, entre guillemets. C'est déjà énorme. C'est déjà pas mal, mais on le sait, on est en milliers d'idées. De produits. Les 4 critères étaient les suivants. Alors, le numéro 1 est essentiel, puisque là, il va y avoir une première connexion au terrain, c'est le critère pédagogique, c'est-à-dire à quoi ça sert. On a, entre autres, sur ce critère-là, regardé quelque chose avec beaucoup d'attention, c'est également, est-ce qu'on a ou pas déjà cette fonctionnalité ailleurs? Là, j'insiste, c'est-à-dire que vous allez voir que beaucoup d'outils intersectent en termes de périmètre fonctionnel. Or, nous n'avons pas les moyens ni les fonds pour acheter 2 outils qui intersectent, par exemple, à hauteur de 50 ou 60%. Donc, on a beaucoup regardé les canaux pédagogiques véhiculés par les différents outils, par exemple le canal vidéo, le canal audio, etc. Et on s'est dit, on va regarder pédagogiquement à quoi ça sert, et en étant attentif à ne pas redonder dans la prise d'outils, c'est-à-dire se dire on ne prend pas 2 outils entre guillemets sur le même credo, le même créneau pédagogique. Critère 1, qui pour moi est une base essentielle, et j'insiste là-dessus, je pense que c'est aussi le moment de revenir aux fondamentaux de la pédagogie, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et à mon avis, on ne peut pas aller dans les choix technologiques, faire donc finalement du tech push, si on n'a pas compris les fondamentaux de la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie efficace. Deuxième critère, alors là, connexion au sol essentielle pour passer, c'est le critère technique, sécuritaire, RGPD. C'est un critère qui malheureusement peut être bloquant, c'est-à-dire qu'on peut être extrêmement séduit par une solution. On parlait tout à l'heure, on ne va pas forcément la citer, mais d'une solution sur le domaine de la vidéo, le média vidéo, qui chez nous, pour l'instant, on trouvera peut-être une solution ensemble, mais est bloquée par des aspects sécuritaires RGPD. Ça, c'est un critère très froid, mais alors sans lequel l'industrialisation n'est en aucun cas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à l'innovation. Le critère numéro 3 qu'il ne faut pas oublier, c'est le critère financier. C'est-à-dire quel est le montage financier qui vient avec la solution. Elle peut être très séduisante pédagogiquement, mais ne pas coïncider financièrement en matière d'engagement ou de modèle de financement, en particulier parce que chez nous, on travaille beaucoup la démocratisation des solutions. Et vous imaginez que ce qui peut marcher pour l'université financièrement peut-être ne plus marcher si on veut aller dans les filiales. Parce qu'on n'aurait pas trouvé finalement la clé pour mutualiser, démocratiser, industrialiser financièrement cette idée-là. Et puis le 4e, qui n'est pas négligeable, c'est la vision que le partenaire a lui-même de sa roadmap. Parce que sans virer à la schizophrénie, on ne peut pas se dire « je m'enferme avec un partenaire qui dans 2 ans n'est plus au niveau ». Alors on regarde attentivement les politiques de développement logiciel et fonctionnel des partenaires, évidemment les investissements, et lorsqu'on sait qu'un partenaire roule vite, on a une garantie sur l'engagement, on revient au temps 3, on se dit, avec ce partenaire, on n'a pas le risque, si vous connaissez le diagramme de Kano, que j'utilise beaucoup, K-A-N-O, que le nice to have vire très rapidement au must have. Donc voilà les 4 critères de sélection des solutions chez moi. Et sur ce dernier point, vous arrivez à être en co-construction avec vos partenaires, c'est-à-dire à participer aussi à leur roadmap, à être force de proposition? Oui, sur les meilleurs partenaires qu'on peut avoir. Alors là aussi, on revient à cette idée que ce n'est pas tant une approche quanti que qualitative. Les partenaires qu'on va prendre sont des partenaires aussi avec lesquels le contact client, la relation de service et de partage, on parle donc de partenaires, est très bonne.
voire très bonne, et garantit une co-construction, par exemple, dans les roadmaps, pour ce qui est de notre plateforme digitale, qui est le partenaire clé, qui porte toutes les innovations, au sens toutes les productions des outils auteurs. C'est un partenaire avec lequel on est en train, par exemple, de développer le nouvel outil auteur de la formation situationnelle, c'est-à-dire qu'on est en train de développer un outil auteur de programmation d'agents conversationnels. D'accord. On le fait avec le partenaire. Très bien. Et ça peut avoir une implication sur la FEST ? Alors, tout est... Les actions de formation en situation de travail. Alors, le digital et l'IA, de notre côté, dans nos innovations, l'université a pris cette décision aussi d'aller vers le travail. Parce que ce que l'on sait, évidemment, c'est que au mieux la formation est imbriquée dans le travail, au mieux son impact est démontrable. Donc, l'université déploie aussi beaucoup, et là on peut parler d'innovation, puisque ça se déploie fortement, de solutions à base d'un digital, on va dire, intelligent, qui complémente les plateformes, les formations déjà en place au poste de travail. Et aujourd'hui, on déploie par exemple depuis maintenant 2 ans avec grand succès le tutorat digitalisé au poste de travail sur les lignes de production du groupe Safran. Il y a 9 des 12 filiales engagées. Et vous voyez, ce n'est pas un digital qui remplace, c'est un digital qui augmente. La relation reste là. C'est pas comme vous savez certaines applications comme on a de e-coaching. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est autre chose. C'est pas je virtualise la relation, c'est j'optimise le processus de l'action de formation tutorale au poste en partant d'un socle de compétences qu'on appelle nous le livret métier. Et là, donc, la formation est indexée sur la compétence et elle est imbriquée dans le travail. J'apprends, j'applique tout de suite sur la ligne de production, j'apprends, j'applique. Il y a une imbrication qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de parler véritablement d'indicateurs, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec mes collègues, d'opérationnalité au poste, c'est-à-dire que la formation ne parle plus qu'en langage ressources humaines, elle parle en opérationnalité. Par exemple, le time to autonomy, en 4 mois, je forme quelqu'un au lieu de 6. Ah oui, d'accord, donc c'est un vrai gain. Sur la ligne de production. Donc en effet, la FEST rentre également dans toutes nos combinatoires. Et puis l'IA arrive aussi beaucoup sur les territoires du travail. On a actuellement des applications en cours de développement où l'IA va venir nous soutenir, par exemple sur la captation du geste métier. D'accord. L'IA sera capable, si on a une librairie de capsules élémentaires, de déduire si tel ou tel geste comprend certaines déjà des étapes préalablement enregistrées dans la base centrale pour reconstruire un nouveau geste métier. Donc ça, c'est très intéressant. Mais une fois de plus, au service d'eux et certainement pas en solo. On est vraiment dans l'idée, nous en tout cas, de la partie, on pourrait parler de formation augmentée. D'accord, très bien. Donc effectivement, je vois tout à fait pour la partie, tu m'as déjà donné des cas concrets. Est-ce qu'il y a d'autres cas concrets d'usage de l'intelligence artificielle que tu as pu déjà mettre en place ? Est-ce que tu as déjà un retour d'expérience par rapport à ça ? Retour d'expérience sur chacun de ces cas, mais plus global sur une tendance qui se dégagerait de l'adoption finalement de toutes les équipes qui participent à ce fort courant et à toutes ces nouvelles possibilités qui changent quand même le quotidien et qui posent la question aussi de l'humain versus l'automatisation ou la machine. C'est tout à fait vrai, on terminera là-dessus. D'abord, il y a une effervescence sans précédent et je pense que pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, on pourrait par exemple dire qu'il n'y a pas véritablement de limite, entre guillemets, au sens qu'il n'y a pas ce clivage qu'on avait par exemple, en effet on en parlait tout à l'heure sur le métaverse, où il y a des hésitations. Oui. C'est-à-dire que dans le cycle de hype, le métaverse a connu une phase déceptive. Sur l'IA, elle traverse le cycle de hype vitesse grand V. Il y a donc moins de clivage sur l'idée d'y aller. De toute façon, ce qui se dit, et c'est très vrai, c'est que ce n'est pas en effet l'IA qui va remplacer l'individu en face, c'est plutôt celui qui a pris l'IA dans sa valise, qui va remplacer quelqu'un d'autre. Oui. Donc, on a vraiment une espèce de nécessité d'eux, mais on parlera aussi quand même de l'importance du libre arbitre dans un instant. Donc aujourd'hui, on a beaucoup eu d'expérimentation, on revient au test and learn, et c'est pas fini, qu'on mène souvent à plusieurs en inter-entreprise, on reparlera peut-être de la cellule de veille, Dynamique qui a ouvert ses portes. Et alors, pour la phase dite de rationalisation, temps 2 de tout à l'heure, nous, on a pris un modèle ancien, mais on s'est dit structurant, avec des vertus structurantes, qui nous vient du partenaire international qui nous a formés. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est le Digital Learning Institute de Dublin, qui est excellent, dont j'ai suivi et je me suis certifié avec eux, avec ces gens-là, qui a pris le modèle ADI pour structurer les cas d'usage sur lesquels nous, on a plugué les nôtres. Donc, pour rappel, ADI, une phase amont d'analyse, un D pour design, un D pour développement, un deuxième, un I pour implémentation, puis le E d'évaluation. Donc, aujourd'hui, les grands usages, au départ en tout cas, étaient beaucoup sur les 2 D. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA a un réacteur nucléaire évident sur la création des contenus. C'est là qu'on a vu beaucoup de cas si vous regardez le livre blanc. Par exemple, création de modules dans des médias très différents, vidéo,
par exemple, podcast, etc., localisation, dont on parlait à l'instant, sur lequel vous travaillez ici. Là, on a une effervescence sans précédent. Mais en fait, en réalité, on trouve aussi, on va parler des nôtres, beaucoup de cas en amont. Par exemple, chez nous, on a travaillé la définition des personas lors d'un appel d'offres ou lors d'une captation de besoins en faisant un cas d'usage concret, tout simplement avec un GPT du marché, parce que là, il n'y a rien de confidentiel. Et ce GPT est génial, va nous faire la typologie des futurs utilisateurs, par exemple, de ce produit formation qu'on doit proposer au business. Et on va pouvoir faire une collection de personas dans le but, éventuellement, on l'espère, de ne rien rater en termes de production et de validation. D'accord. Donc en entrée, il y a beaucoup d'usages. On a même des entreprises qui en sont à faire carrément leur cahier des charges avec. Donc qui construisent les cahiers des charges avec. Sur les 2D, pour nous, c'est tous les travaux de création de contenu directement dans notre plateforme digitale, puisqu'on parlait tout à l'heure des partenaires qui sont passés IA compliant. Et donc on peut le citer, c'est le portail du Digital 360 Learning investit beaucoup. Et nos auteurs-autrices, on en a quand même 400 dont on est très fiers, avec une majorité de contenus fait maison. On a 8000 contenus, 2 tiers fait maison. Je crois qu'on a un score que jamais vu ailleurs. Par ces 400 auteurs-autrices qui tournent, bien évidemment, qui viennent de tous les métiers. Et aujourd'hui, l'IA est directement dans la plateforme. Et on peut le dire, depuis avril, j'ai déjà 200 modules fabriqués à base d'IA par les auteurs-autrices qui s'appuient sur les fonctionnalités intra-portail du portail, donc du Digital 360 Learning. Donc pour nous, ça c'est énorme. Donc sur les cas de créativité et les 2D, on est très avancé là-dessus, et la plupart des entreprises également. Ça pose d'ailleurs, on le reverra tout à l'heure un peu, des questions sur l'échelle de valeur des partenaires. On pourrait même parler de la proposition de valeur des partenaires. Autre cas concret, plan de communication événementialisé. On a utilisé l'IA dans un projet où on change un peu de paradigme avec les librairies. C'est-à-dire, pour être transparent, nous n'avons plus de grandes librairies à l'année. On a vraiment changé de paradigme. On est plutôt sur de l'animation événementialisée, comme on l'a fait pour le parcours entreprise apprenante, avec un autre partenaire, on peut le citer, c'est Kokoroe, pendant 3 mois, tambour battant, puis ensuite on a fermé nos portes, comme on le fait dans Netflix, avec une vignette du genre « le film dernière chance va disparaître ». Et ben on s'est rendu compte, l'IA a permis de faire monter le plan de communication avant, pendant et après, et toute la partie logotype a été faite avec un GPT dédié, Logo Creator. Donc on a fait nous-mêmes notre propre communication appuyée par IA pour ce projet événementialisé qui a donc duré 3 mois et qui a quand même attiré 5000 personnes, soit à peu près 10% de la population active du portail. On est à 50 000, 55 000 personnes actives dans le portail. C'est très impressionnant. Et est-ce que du coup, tu as tenu compte des biais algorithmiques qu'il peut y avoir ? Alors, on est toujours à prendre la main en dernier lieu. Je pense que quand on parlait tout à l'heure des 200 modules qui ont été faits, en fait, la plateforme va faire ce qu'on appelle des pré-modules. Mais il y a intérêt à revenir dessus. Oui. Par exemple, un exemple d'importance d'avoir le nez fin, c'est la création des quiz qu'on fait beaucoup avec le portail. On verra souvent qu'on peut être sur certaines alternatives déçu. Il faut savoir qu'un quiz complexe, on le sait, c'est 1 heure de travail, normalement. Donc les gains sont considérables quand on le fait à la main. Mais en même temps, il faut qu'il y ait suffisamment de nuances dans les alternatives pour que le quiz reste un peu difficile. Sinon, si on a 4 alternatives très tranchées, c'est trop facile. Donc là-dessus, on reviendra à l'ouvrage derrière les productions préalables. Et là, il faut y mettre une patte humaine. Donc c'est fondamental. L'autre application, c'est tout ce qui va concerner également l'évaluation. On peut créer des modules d'évaluation très facilement. On peut créer toutes sortes d'exercices intermédiaires qui viennent challenger les savoirs. C'est-à-dire qu'on va rentrer un bloc de savoir préalable et on va demander à ce moment-là à la plateforme de créer une série d'exercices. Par exemple, qui peuvent tout simplement servir d'entraînement pour l'apprenant, pour vérifier que les apports de base sont déjà acquis. Et puis on va vers l'agent conversationnel de la formation, qu'on appelle nous le projet formation situationnelle. On pense que l'IA va permettre ce que j'entendais ça au Learning Tech le dernier en janvier, ce que le e-learning n'a pas vraiment tenu en promesse, c'est tenir la promesse de vraiment personnalisation et contextualisation des apprentissages. Donc on mise beaucoup sur, on verra, les agents conversationnels d'entraînement qui pour nous sont quasiment des SaaS connectés au terrain. Ça peut être le dernier SaaS d'entraînement avant le terrain réel, parce qu'évidemment on revient à la FEST, c'est pas l'idée de couper le terrain réel, c'est fondamental. C'est plutôt de créer des SaaS ultra personnalisés d'entraînement. Donc on va travailler par exemple sur des modules de type un collaborateur vient me voir, moi, manager, sur un problème de gestion des priorités. Juste avant, j'ai acquis, par exemple, la matrice d'Eisenhower, qui est une matrice de gestion urgent important. L'entretien va permettre de savoir si je maîtrise la matrice. D'accord. En quasi réel. En contextualisant l'entretien via un prompt, et donc l'outil auteur qu'on est en train de mettre en place, qui permettra de donner le sentiment à celui ou celle qui est en posture de manager
comme s'il y était, qu'il a vraiment quelqu'un face à elle, face à lui, où il faut trouver les bonnes réponses et mettre en valeur, en exercice, les apports préalables. Et ça, vous avez des résultats tangibles déjà sur cette partie-là ? On a testé un certain nombre de technologies préalables, mais qui se sont révélées insuffisantes. Et c'est pour ça qu'on va vers ce type d'agent, parce que ces technologies faisaient que les arbres de décision étaient précodés et qu'on n'avait pas un langage naturel. Donc ça marchait sans bien marcher. Ça fonctionnait bien, par exemple, sur des sujets très ciblés, mais si la conversation il y avait par exemple une forme de digression, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'on n'avait pas précodé la branche. Par contre, sur les agents conversationnels, on a fait des tests dans ChatGPT, les résultats sont bluffants. On y est comme si on y était. Il restera donc plus qu'après, éventuellement, à rajouter la voix, voire maintenant l'image. L'image, ce sera un peu plus long parce qu'on le sait actuellement dans les tests, il y a un peu de latence. Mais déjà, en entretien, discussion à deux, on en est convaincu et on sait, vous le savez peut-être, que beaucoup d'entreprises commencent à recruter avec de l'IA. Donc, il y a des entretiens avec des agents conversationnels qui forment le premier anneau de recrutement, de sélection sur le métier avec des prompts ultra précis pour voir ce que valent les candidats avant de passer la main à l'humain en deuxième anneau. D'accord, donc effectivement, c'est vraiment quelque chose qui, dans le monde des ressources humaines, commence aussi à vraiment s'implémenter. Je pense que ça peut être très intéressant parce que justement, la contextualisation nous rapproche du terrain. Il faut savoir que vraiment, la formation a toujours été challengée sur le so what, en termes d'impact. Toute approche pédagogique, au-delà du bling-bling ambiant, qui nous amène vers le terrain, à mon avis, est bonne à prendre. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du coup des courants qui aujourd'hui alertent un petit peu sur des raisons éthiques notamment? Donc on a parlé des biais algorithmiques, on a parlé aussi de la protection des données. Tout ça, ce sont des choses qui, dans un groupe comme le tien, qui travaille quand même à l'international, posent de vraies questions aussi. Comment est-ce que tu as géré ces challenges-là? Oui, alors sur les algorithmes, évidemment, les biais, etc., la conviction que j'ai, je parle moi vraiment d'une IA qui serait un peu un allié, qui vient augmenter, c'est pour ça qu'on a eu tout à l'heure la question sur le vrai-faux, qui vient augmenter, mais en aucun cas, selon moi, remplacer l'ingénieur pédagogique. Je pense qu'il faut quand même conserver une main à la pâte des productions préalables, sans parler des hallucinations. Il y a l'éthique, puis il y a aussi le fait que l'IA monte crescendo. On va donc avoir aussi une problématique d'ardoise environnementale qui va crescendo, qui va poser très rapidement des problèmes de positionnement. Bon, il faut savoir que la technologie va souvent beaucoup plus vite que la société à légiférer. Oui. C'est pour ça qu'on apprend en marchant et que les groupes progressivement vont rattraper tout ça. Il y a déjà des accords au niveau européen. On le voit, les artistes aux États-Unis se rebellent et ils ont bien raison de se rebeller. C'est pour ça que l'IA est à la fois un phénomène pour moi fascinant mais en même temps effrayant. Oui. Il suffit de voir la musique, les chansons qui sortent. Moi, j'ai écouté récemment une très belle chanson de Michael Jackson, qui n'en est pas une, mais qui me rappelle les années 70. Oui. C'est pas Michael Jackson. Alors là, dans la mesure du possible, c'est quand même précisé. C'est bien AI made, mais on voit beaucoup de choses qui commencent à sortir qui ne le sont pas. Bien sûr. Et malheureusement, le nez humain, le flair, va bientôt être en difficulté sur la capacité à savoir justement si on est dans le vrai, le faux. Et ça pose quand même une vraie question de positionnement. Donc il y a vraiment une intelligence de l'usage, pour moi, de l'IA, et cette intelligence, elle est d'abord humaine. Elle est d'abord humaine, nécessairement. Et c'est vrai qu'on le voit dans le domaine artistique, par exemple. Il y a aujourd'hui des gens qui se rebellent un petit peu sur le fait qu'on utilise l'intelligence artificielle pour générer des bandes annonces, pour générer des extraits de films, pour recréer des personnages, enfin des acteurs qui sont décédés, mais aussi dans le sous-titrage, avec une dénaturisation totale des propos. Donc, sur la partie artistique, on sait aujourd'hui qu'il faut vraiment être très vigilant et que peut-être que le haro n'a pas été mis suffisamment tôt et qu'on n'a peut-être pas réfléchi aussi à la qualité suffisamment en amont et que peut-être certaines industries se sont engouffrées un petit peu sans avoir justement toute cette approche que vous, chez Safran, vous mettez en place avec vraiment du vrai test and learn et vraiment de la vérification des résultats et un statut sur faut-il y aller ou ne faut-il pas y aller. Sur le monde de la formation, c'est vrai qu'il y a aussi le fait que les bots, par exemple, qui sont quand même... C'est vrai que quand on pense intelligence artificielle dans la formation, on sait qu'il n'y a pas que ça, mais c'est quelque chose qui arrive tout de suite en tête. On sait que les bots sont du coup auto-entraînés, donc ce qui signifie que de toute façon, c'est l'humain et le retour que l'humain va faire à la machine qui va alimenter la machine. Complètement. D'où l'importance aussi d'avoir du recul et de réfléchir à toutes ces questions. Et du coup, à ton avis, partant de ça, dans le monde de la formation, quels vont être les métiers qui vont pouvoir émerger dans les années à venir ?
Oui, alors c'est une bonne question. D'abord, je reviens à ce que tu disais, c'est très important. Tout ce que nous produisons, nous y apposons, quand l'IA est derrière, un logo AI-made, IA réalisé par IA. Ça me semble très très important en termes de promesses vis-à-vis des apprenants et des apprenantes. Et nous-mêmes, quand on va dans YouTube ou dans Facebook ou dans d'autres réseaux, on aimerait bien que ce soit marqué à chaque fois. Oui. Je suis très surpris par le nombre de commentaires que je vois dans certains réseaux sociaux. Parfois, tout d'un coup, une phrase apparaît, fait par IA, point de suspension, mais au milieu, il y a 400 personnes qui croient vraiment ce qu'elles voient, croient voir. Tout à fait. Ça me gêne énormément. Donc il y a cette histoire de ne pas tromper l'apprenant. D'ailleurs, on en parlait ce matin avec les équipes de Quark. Des tests qu'on a pu faire sur les avatars ont parfois fait remonter un sentiment un peu de low cost. De posologie low cost, bas coût, qu'on était en train de leur servir. Donc il faut ne pas, selon moi, trahir, entre guillemets, les apprenants. Et j'ai envie de dire, l'apprenant, l'IA n'est pas une fin en soi. L'IA doit rester un moyen. Le moyen de faire de l'impact. L'apprenant, j'ai envie de dire, ce qui l'intéresse, c'est d'apprendre quelque chose. Donc pour les départements de formation, il y a un enseignement très fort là-dessus. Ce n'est pas l'IA pour l'IA, c'est l'IA au service d'une ingénierie intelligente, humaine, et au final, d'un apprenant ou d'une apprenante qui vient apprendre quelque chose. Donc sur les métiers, on va voir, je pense, d'abord des métiers qui sont en place, muter, s'augmenter. Par exemple, le métier très, très demandé sur le marché, métier, je pense, en tension, le Digital Learning Manager, qui est en fait un métier qui a pris son essor avec l'avènement de l'ère digitale. On va chercher des DLM augmentés par IA. C'est-à-dire, au sens, quand je dis augmentés par IA, c'est-à-dire au fait de vraiment ce que l'IA permet de faire, mais aussi ce qu'elle ne fait pas bien. Et au fait, certainement, mais là c'est compliqué parce que c'est une veille permanente, des tendances du marché pour aller chercher les bonnes pistes au milieu finalement de l'effervescence, ce qui n'est pas gagné. Donc on va sûrement voir beaucoup de métiers en place se compléter, s'augmenter. On va en voir se démultiplier dans les départements formation, en particulier, et ce n'est pas nouveau, les data analystes. Bien sûr. La formation est très en retard sur son analyse des données. La formation est malheureusement très peu souvent dans l'anticipation. La donnée n'est pas une donnée véritablement exploitée en anticipation. La formation est beaucoup en réaction. Et pour toi, justement, question, désolé de t'interrompre, mais c'est très intéressant, quelles sont les KPI, les données vraiment à suivre dans le monde de la formation? Déjà, les données, ce serait d'être beaucoup plus fin sur ce que la formation provoque chez les apprenants, et peut-être au-delà d'un espèce de bilan général à chaud, à froid qu'aujourd'hui on fait, mais qui n'est pas une preuve de transfert, en fait. La vraie question pour l'efficacité pédagogique, c'est le transfert des savoirs. Parce que on peut très bien passer un bon moment, mais même si on fait du à froid, entre guillemets, vous savez, sur lequel les managers peuvent répondre, mais ils sont assez peu finalement nombreux à répondre, disons-le. Chez nous, c'est 20% dans le à froid pour les managers. Le à chaud, au sens apprenant, est plutôt bien répondu, c'est-à-dire que les gens nous donnent leur ressenti, nous disent un petit peu s'il y a une tentative d'impact, si ça va faire quelque chose chez eux, ça, on a à peu près 60%. Mais sur le à froid, quand on demande aux managers de nous dire vraiment, qu'est-ce qui s'est passé 3 mois après, on a 20% au mieux qui répondent. Donc vous voyez, ça reste quand même très limité. La formation, un enjeu qu'elle aura avec la data, c'est une meilleure imbrication, là encore, au terrain, pour mieux anticiper sur la base des data ce qu'elle provoque vraiment, et du coup, mieux anticiper, je dirais, le prochain coup de dé. Ça, on le fait très très mal. Aujourd'hui, on est beaucoup en réaction, c'est-à-dire qu'on regarde l'année qui s'est écoulée et on la copie-colle l'année suivante. Et on est assez peu fin sur finalement cette personnalisation que permettrait de faire la data en fonction des apprenants. On le fait très mal. On ne regarde pas l'apprenant en unitaire, sauf dans les formations au poste, comme celle qu'on a citée, le tutorat digitalisé, où là on est sur un trio, c'est même mieux qu'un duo, c'est un trio qu'on appelle le TMA, tuteur, manager, apprenant, qui sont embarqués dans la plateforme. Et là on a l'état exact du socle de compétences de l'apprenant, parce qu'on est dans une relation plus fine. Donc le défi pour les départements de formation, c'est de faire beaucoup mieux en personnalisation et donc en pilotage fin des apprentissages. Là, il y a un boulevard pour nous. Oui, effectivement. Et je sais que toi, tu continues aussi à te former et à te certifier, à te diplômer. Tu as obtenu un doctorat en 2017 en administration des affaires, gestion de projet et de programme. Et tu as aussi eu, et ça m'intéresse beaucoup, une certification en Lean Six Sigma. Donc le Lean Management, qui consiste effectivement à
à avoir une méthodologie et une approche des projets où l'on va identifier les axes d'amélioration et tout ce qu'on peut retirer, supprimer qui est superflu pour pouvoir se concentrer justement sur l'essentiel, c'est-à-dire la valeur ajoutée apportée par l'humain. Et comment tu vois le mariage entre ce type d'approche de méthodologie de projet, qui est quand même quelque chose de très structurant, de très cadrant, et le monde de l'éducation, le monde de la formation chez Safran? Le monde du projet, en effet, c'est un peu le mien, je viens de là. La conviction que je me suis forgée, c'est que ce qu'on appelle l'approche projet va de plus en plus être importante dans l'univers de la formation et plus largement, je pense, des ressources humaines au fur et à mesure que quelque part, j'ai envie de dire, la complexité du monde augmente. Dans des projets, finalement, dans des façons de faire à l'époque très statiques, par exemple, organiser des formations dans une salle de classe régulièrement. On est plutôt dans la répétition, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'opérationnalité des choses. Alors non pas que ce ne soit pas important, hein, c'est une de mes équipes, c'est fondamental, sans les opérations, point de salut. Hein. La formation ne se délivre pas. Mais on est plutôt dans ce qu'on appelle un mode récurrent, c'est-à-dire maîtrisé avec un seuil de tolérance. Par exemple, chez nous, il y a moins de 5% d'anomalies sur 1 millier de sessions délivrées. Ça, c'est du récurrent. Maintenant, dans un monde qui se complexifie, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'anxiété, le mode projet, qui est une école en soi, hein, qui est un métier aussi, je pense, va monter crescendo. C'est-à-dire que le projet a une vertu, alors il a aussi des désavantages, bien sûr, on pourrait lui reprocher de trop structurer, par exemple, donc d'étouffer les idées. Mais il a une vraie vertu, c'est de vraiment formaliser les choses. Par exemple, nous faisons systématiquement des proof of concept avant généralisation. On n'est donc pas encore dans l'innovation, on est encore dans l'idéation localisée. Et il permet vraiment de crédibiliser les équipes formation, de toute évidence. Là où, à mon avis, et on le voit, hein, la littérature le montre, beaucoup de projets menés en ressources humaines ratent parce qu'ils ne sont pas menés comme des projets. Ouais. Donc pour moi, ça va jouer un rôle essentiel. Alors le Lean Six Sigma insiste aussi en effet beaucoup sur la notion de valeur ajoutée. Il nous rappelle qu'il faut choisir ses combats. Oui. Et par exemple en innovation, on a un plan d'innovation sur 3 ans avec une fenêtre glissante d'1 an. Il est déjà préparé pour l'année prochaine. Eh bien, on n'a pas 25 innovations. On ne pourrait pas, en termes de financement, mais aussi de ressources, mener plus de quelques innovations sérieusement, sachant qu'on y adosse chaque fois un proof of concept. Oui. Donc le projet, c'est une école, je pense, dans le monde actuel, et y compris pour la vie personnelle d'ailleurs, qui va monter crescendo parce que le monde se complexifie. On ne peut pas faire du récurrent aisément aujourd'hui en formation. On en a certes besoin, on continue à délivrer en récurrent, mais pour prévoir demain, il faut savoir mettre les pieds dans le non récurrent. Et sans l'approche projet, je pense que c'est plus compliqué. Ouais. Et justement, parmi tous tes projets, alors je sais que beaucoup de choses ont été vraiment porteuses de succès. Est-ce que ça t'est arrivé d'échouer ? Oui, plus qu'un peu. C'est-à-dire qu'en fait, le proof of concept, on peut citer un cas, hein, le proof of concept est là aussi pour autoriser l'échec. Il nous évite, par un périmètre plus réduit, un effet de bord plus généralisé qui poserait des vraies questions. Autrement dit, on ne va jamais, mais jamais, hein, à l'industrialisation, la tentative d'industrialisation immédiate. On POC justement pour s'autoriser le droit à l'erreur. On a eu des proof of concept qui n'ont pas marché, on en compte quelques-uns. Hein. Le plan d'innovation a été lancé en 2020. On doit être à 2-3 POC qui ont raté. Alors raté dans le bon sens du terme. Et là, on revient aussi à la notion de stop. Hein. Un projet qui ne marche pas, on ne le pousse pas. C'est une question aussi de courage. Mais à partir du moment où le périmètre est limité, j'ai envie de dire, on a fait notre travail. Le POC est fait pour ça. Et si l'un des 4 piliers précités tout à l'heure, pédagogie, technique, ça nous a déjà arrêté, finance et roadmap est au rouge, il vaut mieux arrêter. Sinon, on va industrialiser et se casser le nez. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le client, donc on n'aura pas l'innovation. Dans les cas où on s'est trompé, on a eu, par exemple, un proof of concept où je pense qu'on n'a pas compris, finalement, les vraies fonctionnalités qui étaient derrière la solution. C'est l'ancrage mémoriel. Ça n'a pas marché. Parce qu'on avait cru à une complexité beaucoup plus grande de l'algorithmique dans la capacité de monter en puissance des apprenants au sens personnalisation de la courbe d'apprentissage. Et en réalité, voilà, la solution, on ne va pas la citer, mais le partenaire avec lequel on est parti, on s'est rendu compte qu'on servait la même soupe à tout le monde et qu'en fait, en réalité, il n'y avait pas d'adaptation localisée à la courbe d'apprentissage, donc ça a fait un flop. Bon, bah, disons-le, voilà, ça a floppé. Bon, bah, ça, c'est un exemple de POC qui n'a pas marché. Un autre POC, alors on est allé au bout, mais qui n'a pas eu l'effet désiré, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les premiers tests d'agents conversationnels avec des technologies un peu antérieures et où on a passé énormément de temps en ingénierie. Bon, maintenant, on le sait, hein, et on n'a pas réussi à sortir un agent conversationnel suffisamment souple. Donc, finalement, dès que l'apprenant sortait des sentiers battus, la conversation s'arrêtait net, ça a fait un flop. Bon, ça, honnêtement, c'est la loi du POC, hein, mais c'est fait pour.
Pour moi, le POC a vraiment aussi une possible destination qui peut être le chaos. Ce n'est pas uniquement OK à chaque fois. Non. C'est très important pour moi. Mais c'est comme tout ce qui est scientifique. La science est basée sur des hypothèses qui sont démontrées comme étant fausses bien sûr, au final. complètement. Donc, tu en parlais un petit peu plus tôt, mais est-ce que tu peux un petit peu revenir et redétailler la façon dont vous faites de la veille, la cellule de veille que tu abordais précédemment dans notre échange? Oui, donc c'est le fameux temps 3, l'importance de maintenir le niveau acquis par la formation et ce travail de rationalisation. On a eu cette idée donc de passer en maintien des connaissances et pour ça, on a créé une cellule de veille dynamique en fait en IA générative appliquée à la formation. C'est quoi? C'est très simple, c'est un groupe d'entreprises qui partagent ce besoin de dynamicité, qui s'est regroupé lui-même autour d'une entreprise, d'un cabinet de conseil qui en fait est First Group, on peut le dire, qui est spécialisé en learning, qui parle couramment learning, et qui vont pouvoir ensemble travailler à se maintenir à flot en matière de tendance. Et alors on a 2 dimensions dans la cellule de veille qui sont intéressantes à mentionner. Il y a un premier niveau, entre guillemets, pour les directeurs learning, qui va être un niveau, par exemple, stratégique. On a, par exemple, prochainement une séance où on va parler stratégie de déploiement de l'IA générative en formation. Et on a un niveau plus technique, où là, les ingénieurs pédagogiques vont parler outils, outillage, et évidemment les cas d'usage afférents. Donc, ce qui va permettre une boucle vertueuse entre vraiment le niveau stratégique, qui est quand même important, me semble-t-il, pour donner le ton et structurer les approches, et puis le niveau technique, technologique, où là, va battre à fond le test and learn, dont on a besoin pour sélectionner en fait les meilleures solutions et alimenter la stratégie. D'accord, très bien. Alors maintenant, Jean-Roch, on va passer à la dernière séquence de questions. Donc, réponse en une phrase. Donc, je vais te poser des questions et puis je vais te laisser t'exprimer sur ta position. Quelle est la maxime qui résume pour toi le digital learning? Alors, je dirais volontiers, je prendrais l'expression les apprentissages augmentés. Alors, ce que je mets derrière, c'est simplement de dire que le digital va complémenter, là encore généralement en parlant, va complémenter les façons d'apprendre, j'espère intelligemment, mais en tout cas n'est pas une fin en soi. C'est vraiment le complément utile, intéressant, mais pas une fin en soi. Très bien. Et en une phrase, à quoi va ressembler la formation de demain? Pour moi, la formation de demain, et je pense que là, il y a un consensus, j'ai assisté il y a pas longtemps à une présentation de Philippe Carré, qui est le papa de l'apprenance, qui disait qu'il y a un vrai consensus des chercheurs sur ce qu'on pourrait appeler la formation plurielle. Donc pour moi, la formation de demain, c'est une formation plurielle, multimodale et évidemment personnalisable et personnalisée. Très bien, donc vraiment l'adaptive learning poussé à son maximum. Ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui souhaiteraient implémenter l'intelligence artificielle au sein de leur stratégie de formation? Moi, je dirais surtout, structurez-vous, essayez de vous organiser, mettez en place certainement l'approche projet si vous voulez vraiment avoir de l'impact, je dirais, au-delà en fait des outils. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Jean-Roch pour cet échange. Donc, effectivement, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que l'intelligence artificielle est une innovation qui aujourd'hui est incontournable, qu'on ne pourra de toute façon pas vivre sans, mais qu'il est très important dans le monde de la formation précisément aussi d'être vigilant et de l'organiser pour pouvoir d'une part faire adhérer, d'autre part faire les bons choix aussi, pour que ça ne soit pas quelque chose de gadget, mais qui apporte vraiment, vraiment une plus-value. Et c'est vrai que tout le travail que tu mènes chez Safran et par tes activités annexes permettent à tout le monde aussi d'avoir déjà de bonnes chances de bien s'engager sur cette voie. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Lab Quark. Vous pouvez nous suivre sur Spotify et sur YouTube. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup.